de cette hausse des prix du pétrole. Le baril de pétrole a atteint 92,50 $ aujourd'hui. Comment expliquer cette hausse? L'Arabie Saoudite et la Russie poursuivent la réduction de leur production de pétrole jusqu'à 2024. Comment expliquer tout ça? Avec nous, il vient de nous rejoindre Djelloul Selama, expert en stratégie économique. Bien le bonsoir à vous, Djelloul Selama. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, on va commencer par parler de cette situation d'augmentation. Déjà, quelle est la situation des prix du pétrole maintenant? Une fièvre, encore une autre. Une fièvre économique de plus. C'est sur une donnerie plutôt largement utilisée dans tous les recoins du monde, le pétrole, l'énergie. Donc, pour moi, cette augmentation du prix du baril n'est pas un événement exceptionnel en lui-même, vu que le pétrole est une marchandise comme tant d'autres. Donc, elle est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Bon, maintenant, nous, de notre point de vue académique, il y a 2, 3, 4 mécaniques qui font en sorte qu'une marchandise monte ou descend en termes boursiers, et il y a la valeur réelle, donc le vrai prix. Il y a la consommation, il y a la demande, et puis il y a ce qui se cache derrière, les spéculations, les titres, les montées et les descentes boursières. Donc, ces 4 paramètres-là, la spéculation, le prix, la demande et le taux d'intérêt, la variation du taux d'intérêt, font en sorte qu'une marchandise présente sur un marché se voit monter ou descendre sa valeur. Ici, il y a un enjeu encore subtil qui est derrière la manipulation. Si ce n'est pas d'un, c'est au moins 2 ou 3 de ces 4 paramètres-là. Si on parle du paramètre offre, ça veut dire que si on veut modifier les prix, académiquement, on joue sur l'offre. L'offre du pétrole, ça c'est dans ce qu'on appelle tous les économistes idéalistes, c'est les conditions idéales du marché, la République d'Platon. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est quand on veut changer les cours, on manipule l'un ou 2 ou 3 des 4 paramètres. Parce que parfois, ils sont en concurrence contradictoire. Donc, on ne peut pas tout jouer à la fois. Et l'offre ici, dans ce cas précis, quand on a un excès d'offres sur le marché, tout naturellement, on s'attend à ce que les intérêts montent et les prix descendent. Donc, c'est une mécanique inversée. C'est comme dans un moteur, tout bonnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On tripote un petit peu l'offre pour changer un peu le cours des prix. Donc, qu'est-ce qui se passe? On manipule un peu l'offre. Ce que fait l'Arabie Saoudite et ce que fait la Russie aussi. Le grand producteur de l'OPEP, 80%, ils tiennent le manche entre eux, la Russie et l'Arabie Saoudite. Nous, en Algérie, on suit la tendance parce qu'on est 10 fois moins puissant que l'Arabie Saoudite, 8 fois moins en termes de production et 8 fois moins que les Russes. Donc, nous, on suit la tendance des chefs de file. Chef de file ici, c'est le binôme Arabie Saoudite et Russie. Cela, avec la situation géoéconomique globale que personne n'ignore, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, etc., même au Moyen-Orient, ils se disent, OK, on ne va pas se laisser faire, on va faire monter un peu les cours. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Mécaniquement, ils réduisent l'offre. Donc, on va en amont du processus et on fait ce qu'on appelle une rétention ou une réduction des capacités de production installées. Donc, il y a une nuance. La capacité de production installée pour un chiffre X, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer les robinets. On va produire moins. Et on va mettre moins de pétrole sur le marché et on va s'attendre à ce que les prix montent mécaniquement. Bon, là, ce qui se passe dans le monde, c'est que les gens aussi ils sont pas bêtes. Il y a des gens qui font quoi? Vous avez le puits, mais moi, j'ai la réserve. Donc, j'ai des stocks. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on sort les stocks, les réserves stratégiques. Ce que font les Américains. Et c'est ce qui fait le prix. Les Américains, ils ont deux armes, pardonnez-moi, ils ont 2 armes majeures pour riposter à cette mécanique. Ils s'attendent quand même. Alors, ils ont 3, en fait, en réalité. La première, c'est la Banque fédérale. On joue au dollar. Donc, on joue sur l'un des 4 paramètres, on joue sur les taux d'intérêt. On fait monter et descendre sur un terrain la valeur du dollar, sachant qu'on oblige presque quasi tout le monde à vendre leur pétrole en dollars, libellé en dollars, sauf la Russie qui fait un peu exception à la règle, mais juste depuis 2-3 ans, pas plus, depuis 2 ans exactement, on va dire ça comme ça. Mais pour tout le reste du monde, on continue à le faire en dollars, libellé en dollars. Donc, vous voulez
jouer un peu sur la mécanique, eh ben, je joue sur la valeur du dollar. Ouais. Ça, primo. Deuxième arme fatale américaine, c'est les stocks. Voilà. Plus de 80 Stock millions de pétrole, barils stockés dans des puits forêts remplis. Hein. Attention, c'est très malin tout ça. Donc, et la plupart se trouvent, je crois, du côté de Détroit. Qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met une réserve suffisante. Si vous voulez noyer, si vous voulez empêcher le marché d'être alimenté correctement, ben, nous, on va noyer le marché, on déstocke nos réserves. Donc, voilà, une contre-mécanique. Mais il y a un moment, quand cette guerre s'étale, hein, c'est-à-dire vous attaquez, je riposte, vous attaquez, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a une sorte d'un équilibre dans cette guerre commerciale qui s'établit. Et la plupart du temps, il s'établit en faveur du producteur. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Justement, Sidi Djelloul Selama, pardon de vous interrompre, mais nous avons avec nous Nazim Sini, professeur Nazim Sini, depuis Marseille. Il est en direct avec nous justement pour nous parler de ces fluctuations et de l'impact de ces fluctuations sur l'économie mondiale. Nazim Sini, bonsoir. À quoi faut-il s'attendre concernant cette hausse des prix du pétrole? Bonsoir. Alors écoutez, c'est une annonce qui était attendue et la plupart des observateurs s'y attendaient. On trouve son explication dans le fait qu'il y a une raréfaction de la production pétrolière sur le marché et aussi on commence à sentir les effets du quota pétrolier russe qui n'alimente plus les industries européennes. Sachant qu'il y a aussi une réduction qui a été récemment votée par des gros producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou comme certains pays de l'OPEP, ce qui fait qu'on va assister à une baisse de l'offre sur le marché pétrolier et il faudra s'attendre à un baril, selon les spécialistes, aux environs de 95 voire même 100 dollars d'ici la fin d'année et selon même un consensus, on parle même d'un baril à 120 dollars pour début 2024. Nazim Sini, justement, comment cette augmentation des prix du pétrole est-elle en train d'impacter l'économie mondiale? Écoutez, tout dépend du point de vue duquel on se place. Donc si vous êtes un pays producteur de pétrole et de matières premières, c'est une aubaine, puisque cela va augmenter les recettes du commerce extérieur de ces pays-là, qui sont majoritairement exportateurs et producteurs de pétrole. Par contre, pour les autres pays du monde, et je pense notamment au bloc occidental, plus précisément l'Europe, qui est un bloc importateur de matières premières, dont l'industrie est très demandeuse de pétrole, là on va assister à une hausse de l'inflation et par ricochet une augmentation généralisée des prix qui va se maintenir alors que la plupart des pays tentent justement de juguler l'inflation. Et les prix, Nazim Sini, le baril de pétrole à 107 dollars en 2024, que valent ces prévisions? Écoutez, elles sont plutôt, je dirais, réalistes, parce que c'est vers ça que tend le marché. Je pense à un baril de plus de 100 dollars. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ça va être un phénomène conjoncturel, donc qui va durer qui va être très limité dans le temps, ou est-ce qu'au contraire, on va assister à une nouvelle norme au niveau des prix du baril et que ça va s'installer dans la durée. Donc ça, par contre, ça va dépendre de plein d'éléments, j'allais dire exogènes. On ne sait pas comment va se dérouler la guerre en Ukraine. On ne sait pas également si la tension entre la Chine et Taïwan ne va pas s'exacerber. Donc pour l'instant, rares sont les économistes, j'allais dire, ou les spécialistes qui s'aventurent à dire si ce prix-là va être sur la durée ou non. Merci Nazim Sini pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste économique et conférencier. Merci. Alors, qui est d'accord avec Nazim Sini dans son analyse? Je reviens vers vous peut-être. Écoutez, j'ai parlé des trois armes américaines pour un peu réguler le marché à leur avantage comme consommateurs et comme producteurs. C'est que les Américains, dans toutes les entreprises productrices en Moyen-Orient, en partie aussi même en Algérie aussi, il faut dire les choses telles quelles, ils sont coproducteurs. Donc, ils sont producteurs en même temps que consommateurs. Mais ils sont coproducteurs dans pratiquement toutes les compagnies pétrolières qui se trouvent dans le Golfe. Donc, même l'Arabie Saoudite, à un moment donné, cette mécanique-là de l'entente avec les Russes a ses propres limites. Et je pense qu'elle les a déjà atteintes concrètement, réellement. C'est-à-dire que pour moi, les Saoudiens et les Russes ne pourront plus faire plus que ce qu'ils ont fait. Donc, cette augmentation brusque ou cette poussée de fièvre sur les cours de pétrole, moi, de mon point de vue, je la vois comme occasionnelle. Je ne la vois pas s'étaler sur la durée. Donc, en 2024, le pétrole, selon j'en sais rien, c'est la banque Goldman Sachs qui donne ses prévisions concernant les prix du pétrole. Ces prix-là Goldman Sachs, il ne dit pas toujours toutes les vérités. Attention, il faut prendre ça avec des pincettes. Parfois, il a des pleines bêtises.
Donc, ils ont dit la guerre de l'Ukraine, on va avoir un pétrole à 150 $, on l'a pas eu. Beaucoup d'analystes disent ça aussi. Hein, finalement, on a vu le phénomène inverse. Vous savez, écoutez, le phénomène économique ne s'explique pas tout le temps par des équations mathématiques. Oui. Moi qui suis matheux, je suis un ingénieur, donc c'est mon boulot, et on n'y arrive pas toujours à expliquer ça. Donc il y a du comportement humain, il y a entre guillemets, de la triche méthodique qui permet de manipuler le cours, ce qui fait que, je vous donne une vérité peut-être un peu qui risque de vous surprendre, le besoin mondial en pétrole le jour, c'est de l'ordre de 100 millions de barils. Nous, on produit, dans le monde entier, on n'arrive qu'à tirer 98. Donc, il y a toujours 2 millions de barils qui manquent constamment sur le marché. Vous allez me dire, mais on peut les combler. Eh bien non, si on les comble, on va faire écrouler la marge des producteurs. Personne n'a intérêt à saturer le marché. Donc, même les pays consommateurs ont une limite acceptable au-dessous de laquelle ils n'acceptent pas que les producteurs baissent encore les cours parce qu'ils vont s'écrouler. Et pire encore, on va arrêter les investissements. Donc, un pétrole à moins de 60 $, c'est juste pour continuer à consommer ce qu'on produit. Si on baisse encore, c'est la panique chez les investisseurs. Personne ne voudra mettre de l'argent sur une industrie qui recule. Donc, de là à prévoir un pétrole à 107 $, je dirais, on peut avoir, en ingénierie des pics de Dirac, on s'amuse de temps en temps à avoir cette musique, mais la moyenne, je pense qu'on sera autour des 90 $. Justement, quels sont les secteurs industriels, enfin les secteurs économiques les plus sensibles à ces variations des prix du pétrole Tout secteur qui bouffe de l'énergie. Aussi simple que ça. Si vous mettez de carburant quelque part ou de l'électricité quelque part, vous n'y échapperez pas. Finalement, c'est tous les secteurs qui sont... Voilà. Qui seront impactés. C'était un secteur qui ne consomme pas de l'énergie. J'en connais pas beaucoup. Donc du coup, ça impacte tous les secteurs. Samir Qaïdi, oui. Que je voudrais apporter, avant de répondre à votre question, c'est que je voudrais apporter une petite nuance à ce que M. Salama a dit précédemment. C'est que l'Algérie, au sein aussi de l'OPEC+, n'est pas que aussi un pays qui suit, mais aussi est un pays aussi qui est force de proposition et proactif. Alors pour apporter aussi une réponse à ce qui a été dit un peu sur le plateau, ces projections et aussi la donne qui sort est extrêmement favorable à l'économie nationale. Permettez-moi de rappeler qu'en 6 mois, nos réserves de change sont quand même passées de 65 milliards de dollars à 85 milliards, soit un saut qualitatif assez intéressant. Autre point aussi, l'économie est aussi, nécessite aussi beaucoup d'énergie et avoir aussi une disponibilité en hydrocarbures et en énergie est aussi favorable aussi pour attirer des investissements étrangers. Certes, mais peut-être ces variations poussent l'Algérie à réellement vouloir diversifier son économie, c'est-à-dire à essayer de booster les secteurs hors hydrocarbures. Oui, preuve en est les nombreux pays qui affichent pleinement leur disponibilité à venir participer aussi à ces investissements et à booster aussi certains segments de notre économie nationale. On a pu voir aussi l'ambassadrice des États-Unis qui a rappelé avant-hier aussi la pleine disposition des États-Unis, l'Italie aussi qui, par le biais de nombreuses visites en Algérie, réitère régulièrement leur disponibilité à travailler dans un partenariat gagnant-gagnant pour renforcer aussi notre économie nationale. Alors, je me tourne vers vous, Salama, car on doit rendre l'antenne dans quelques instants. Peut-être un mot pour... Je suis beaucoup plus prudent sur ça. Il faut comprendre une chose. Voilà, vous n'êtes pas optimiste concernant le pétrole. C'est pas de l'optimisme, je suis prudent. Moi, je suis un académicien. Moi, je suis ni pour ni contre. Donc, je vous fais une grille de lecture sur le réel. Une économie qui est très dominée par, on va dire une mono-exportatrice, allez, pour être exact, à 80%, 90% mono-exportatrice d'une seule source qui est l'énergie, le pétrole pour l'Algérie, le pétrole et un peu du gaz. Le danger, il est de ce qu'on était en train de dire, de la mécanique de fluctuation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous recevrez dans votre poche dépend de ce que moi je vais toucher sur la mécanique. C'est pour ça que peut-être l'Algérie est en train aujourd'hui de diversifier son économie. Regardez, pour que le téléspectateur comprenne cette mécanique, c'est 90% de votre recette dépend d'un marché extérieur, vous êtes en danger. C'est aussi simple que ça.
Donc, on peut philosopher jour et nuit là-dessus. Le fait de vouloir, un peu modifier sur notre machine économique et diversifier notre portefeuille d'exportation et de production, mais surtout d'exportation, pour sortir du domaine hydrocarbures, si on ne le fait pas, on est en danger de mort. Oui, je sais, mais les gens vont là comprendre. encore, les exportations hors hydrocarbures, les avancées ont été marquées. Par exemple, cette fois-ci, l'Algérie a atteint des niveaux qu'auparavant, peut-être, qui ont été jamais atteints. Ouais, hein, mais c'est- véritablement, il faut rappeler que de notre indépendance au début, à 2020-21, nous n'avions jamais dépassé 1,7 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Nous sommes actuellement en train de chatouiller les 10 milliards, voire plus. Et nous avons une véritable 7 vision. milliards aussi. de dollars, le chiffre officiel. 10 milliards, c'est 10 l'objectif milliards, pour c'est un 2023. objectif. 7, c'est le chiffre réel. C'est Donc un 7 objectif milliards, 10 respectif. milliards, l'augmentation, Voilà. elle est énorme quand même. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce bond voilà, qui nous appelons aussi à ce que cette dynamique continue. Il y a d'ailleurs une vision jusqu'à 2030, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2030 les 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Voilà, l'Algérie qui cherche à sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Samir Yahoui, Oui, peut-être oui. pour rebondir. Oui, exactement. Comme l'ont dit les collègues, la maîtrise des prix du pétrole et leur durabilité dans le temps n'est pas aussi évidente qu'elle le paraît, hein, puisqu'elle n'est pas en marge aussi de tout ce qui se passe sur le plan politique à l'échelle internationale, en Russie, en Golfe, en Afrique aussi. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une aubaine pour les pays producteurs et pour l'Algérie, puisque le fait d'avoir des hausses de prix, espérant que bien sûr ça va s'étaler dans le temps, et ça permettra, comme l'ont dit les collègues, à pouvoir investir à pouvoir investir hors hydrocarbures, justement, puisque l'Algérie s'est immiscée aussi, donc il y a eu beaucoup d'investissements par exemple dans les stations de dessalement d'eau de mer qui sont très énergivores, donc il y a quand même beaucoup de secteurs qui dépendent justement de l'énergie, donc ce ne sera qu'une aubaine pour l'Algérie. Voilà, Ouais. madame, monsieur, c'est l'occasion, enfin pas l'occasion, pardon, là c'est le moment pour moi de rendre l'antenne. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir aussi répondu à mes questions. Samir Haïdi, journaliste Al-Moujahid, Djelloul Selama, expert en stratégie de l'économie, et Samir Yahoui, notre climatologue. Merci à eux de venir ici sur ce plateau du Monde de l'écho. Chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine.